je laisse la parole pour présenter le club à sa manageuse. Je vous demande d'applaudir Delphine Philippe. Merci. Merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreux ce matin, c'est vraiment impressionnant. Alors, quelques mots sur le Club Delville. Donc, le Club Delville a 12 ans, il existe depuis 12 ans. C'est un club de dirigeants. Nous avons 500 membres aujourd'hui. Et nous animons le Club Delville à travers des événements, comme ce matin, des petits déjeuners, des after-work. Nous avons eu le privilège de recevoir quelques têtes d'affiche, Henri Proglio, EDF, Luc Ferry, qu'on ne présente plus, Jean-Marc Chéry, ST Microelectronics, et j'en passe. Et puis il y a des stars dans la salle, Arnaud Marion, on a Arnaud Marion ici qui est là présent, ce qu'on a matin. reçu, Dominique Gaillard, alors à l'époque président de France Invest, qui est également dans la salle. Je les remercie. Et donc, sans transition, nous avons l'immense plaisir de recevoir ce matin la présidente de l'IFRAP, que je vous demande d'applaudir, Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès. Alors nous sommes évidemment extrêmement heureux de vous avoir parmi nous ce matin. Merci infiniment d'être là. Alors Agnès, on ne vous présente plus. Vous êtes donc directrice de l'IFRAP depuis 2009, qui est un think tank dédié à l'analyse des politiques publiques. On vous voit, on vous entend partout, sur les plateaux de télévision, CNews, France 2. Vous arrivez tout juste ce matin de Canal+, à la radio, RTL, Europe 1, Radio Classique, et j'en passe. On vous lit partout, dans le Figaro, dans les Échos, un peu moins dans l'IB, bizarrement. Ça arrive quand même. Ah. Vous avez écrit des bouquins, dont le tout dernier que vous nous dédicacerez, Le vrai état de la France. Alors la France, 23e pays en richesse par habitant. La dette publique, une bagatelle, est de 3 000 milliards d'euros. Le déficit commercial de la France est de 140 milliards sur les 12 derniers mois, comparé à 85 milliards d'euros l'année dernière, juste une augmentation de 65%. Et il est prévu à 154 milliards en 2023, une bagatelle. Les dépenses publiques vont frôler les 1500 milliards. Bon, et bien sûr, la France, comme on le sait, est championne du monde du nombre d'impôts, de taxes sur la taxe. On est comme les spécialistes aussi de ça. De contributions, de cotisations. Bon, vous en voulez encore ? Agnès, je vous pose la première question. Une fois qu'on a planté le décor, peut-on dire qu'on va vraiment dans le mur ? D'abord, merci à tous d'être si nombreux ce matin. Ça me fait chaud au cœur. Et est-ce qu'on va dans le mur ? Non, justement, on veut éviter le mur. C'est tout le sujet du travail qu'on mène à la Fondation IFRAP. C'est alerter pour agir. C'est pas attendre d'être dans le mur. Et ça fait maintenant pas mal d'années qu'on alerte, c'est vrai. Mais je crois encore qu'on peut redresser la situation parce qu'on a tellement de boulets, on a tellement de niveaux de fiscalité plus importants que dans les autres pays. Là, on vient de sortir, on a fait la une cette semaine de l'opinion sur la surfiscalisation de nos entreprises. 148 milliards de plus payés par nos entreprises par rapport à la moyenne de la zone euro hors France. Vous qui êtes des managers, ça vous parle. Vous savez le poids des cotisations sociales employeurs, vous savez le poids des taxes de production qui pèsent sur nos entreprises. Et ça fait quelques années maintenant qu'on en parle, de cette différence. Nous, ça fait depuis 2016 qu'on suit cette série de données. Et depuis 2016, on voit qu'on est à 140, 149 milliards d'écart. Et bien là, on est toujours à 148 milliards en 2021. C'est vrai, on a baissé un peu la pression fiscale sur nos entreprises, 1 point de PIB. Mais pendant ce temps-là, la zone euro baissait de 0,5. Donc ça veut dire que finalement, pendant que nous, on essaie de ramer dans le bon sens, les autres pays ne nous attendent pas et eux-mêmes baissent la pression fiscale sur leurs entreprises. Donc le combat, il est devant nous. Mais il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas être fataliste, il faut continuer à espérer parce qu'on a des entrepreneurs formidables, on a des entreprises formidables et on a encore la possibilité, bien sûr, de redresser la situation. Alors, avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à dire à l'auditoire que ça va parler de milliards et de milliers de milliards. Ça va parler économie. Donc pour ceux
qui n'aiment pas Ceux ça, qui vous n'aiment pas pouvez les encore milliards peuvent sortir. sortir tout de suite. Hein, c'est ça, pour encore sortir. Hein, on le prendra pas mal. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc, avec Agnès, pour faire un jeu de mots nul, il frappe, mais il frappe fort. Bah, il fallait la faire quand même. Bon, Je vous ça, on l'a remercie. déjà fait. Hein. Ah ouais, pourtant je l'avais inventé quand même ce week-end. J'étais assez fier de moi, c'est ce qui est vrai. Alors, mais l'IFRAP, en lisant le bouquin ce week-end, je me suis dit, mais pour qui travaille-t-elle? Bernard Arnault, elle travaille pour, ça appartient à qui? À LVMH, ça alors j'aimerais bien que tu décrives un peu le fonctionnement de l'IFRAP, parce qu'il y a certains dans la salle qui se posaient la question encore ce matin. Alors, on ne travaille pas pour Bernard Arnault, mais on travaille pour qu'il y ait plus de millionnaires, de milliardaires en France. Alors, c'est vrai, ça paraît... C'est bien ça. Non, mais c'est très urticant de dire ça. Mais j'ai un chapitre entier dans mon livre là-dessus, dans la partie pauvreté, et j'assume. L'idée, c'est qu'on a 2 fois moins de milliardaires qu'en Allemagne, mais on ne le dit jamais. Parce que comme on a justement des milliardaires qui sont hyper célèbres et numéro 1, voire numéro 2, alors ça dépend des années, on dit bah, y a énormément de milliardaires en France, etc. Mais en fait... En Allemagne, il y a énormément de milliardaires dont personne ne connaît le nom parce qu'ils sont à la tête d'entreprises du Mittelstand allemand, des PME exportatrices incroyables, mais qui maillent le territoire allemand, mais qui ne font pas tellement parler d'eux. Et quand on a regardé les stats, nous, à la Fondation IFRAP, on s'est rendu compte qu'en fait, on était super en retard par rapport à eux. Et on a des arbres qui cachent la forêt, donc on croit qu'on a plein de riches, mais on n'a pas du tout assez de riches. On commence, le dernier décile, les 10% les plus riches, ça commence à 4 000 € par mois. Hein. Donc, faut arrêter de fantasmer sur des riches de plus en plus riches, etc. Alors, on vient de montrer dans une étude que cette année même, là, en 2022, sur la première partie de l'année, on a plutôt une baisse du nombre de millionnaires de plus de 50 millions. Hein, donc, il faut quand même se poser les bonnes questions. Et pour qui on travaille? Pour la France. Pour la France, pour les Français. Mais vous voyez, quand j'ai parlé de cette histoire de riches chez Ruquier, quand j'ai présenté ce livre, il m'a dit que c'était scandaleux d'avoir écrit un chapitre comme ça. Alors, Ouais, mais Ruquier, c'est pas le club d'Elleville. Hein. Non, mais je lui ai expliqué. Mais quand je suis sortie du plateau et qu'ensuite, il y avait la personne qui s'occupe justement d'accueillir les gens, d'ouvrir la porte, etc. Bon, il m'a dit, vous savez, madame, moi, je vous ai écouté. Et je pense que vous avez raison. Hein. Il vaut mieux garder nos milliardaires en France, nos millionnaires, pour qu'ils montent des boîtes en France et qu'ils créent des emplois en France. Mais en France, il y a moins de riches, mais il y a aussi peut-être moins de pauvres, ce que tu contredis dans ton livre. Non, mais ce que je dis, c'est qu'en réalité, avec tout l'argent qu'on dépense dans le social, on est à 800 milliards de dépenses de protection sociale. C'est champion du monde de la dépense sociale, il n'y a pas plus cher que nous. On arrive quand même à avoir des personnes qui galèrent, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui sont dans la pauvreté. Et finalement, on a un système qui conserve les personnes dans la pauvreté. Et souvent, on dit les Allemands ont plus de pauvres, etc. Mais quand vous regardez les chiffres par ménage, vous vous rendez compte que vous avez des personnes qui ont des revenus faibles, mais qui finalement sont en couple avec des personnes qui travaillent. Et finalement, ils ont moins de pauvreté que chez nous, parce que nous, on a toute une façon de faire, notamment avec le RSA, qui est de dire, voilà, il y a des personnes au RSA, 2 millions de personnes qui touchent cette allocation, mais on ne va pas les remettre finalement sur le chemin de l'emploi. On ne va pas leur remettre le pied à l'étrier pour rentrer à nouveau sur le marché du travail. Donc, on a une vision hyper hypocrite du social, hein, qui est pas du tout bénéfique, en fait, pour les personnes qui en bénéficient, soi-disant. C'est aussi un peu la vision qu'ont certains de la grande technocratie française, de nos grands corps de l'État, qui se disent, on va aider telle ou telle catégorie, mais finalement, ils les mettent dans des cases dont ils ne peuvent pas sortir. Et ce n'est pas ça qu'on veut pour la France. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse partir d'en bas pour arriver tout en haut. Et c'était d'ailleurs un peu le discours du président Macron avant qu'il soit président. Il disait qu'il fallait qu'on puisse tous entreprendre, tous créer, tous finalement créer son propre parcours avec une création de patrimoine à la clé, pouvoir nourrir sa famille de son travail, etc., etc. Et puis, on voit que ces derniers temps, on s'est écarté de cet objectif avec plutôt une politique d'échec, une politique d'assistanat qui s'est renforcée au lieu d'aller dans l'autre sens. Alors, il y a bien eu des propositions pendant la campagne de travailler 15 heures en face du RSA et tout ça, mais moi, j'y crois pas du tout à ça. Hein, je crois beaucoup plus au modèle des pays du nord de l'Europe qui ont un système social qui est fort, mais aussi des devoirs qui sont hyper forts pour ceux qui en bénéficient. C'est-à-dire que si on vous propose un job en Allemagne ou en Finlande ou en Suède,
et que vous le refusez alors que vous touchez des aides sociales, on va vous baisser les aides. Même chose pour celui qui touche des indemnités chômage. Et ça, c'est hyper fort, hyper structurant dans leur système. Nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Vous avez vu tout le débat qu'il y a eu autour de l'amendement sénatorial qui a été déposé sur la loi assurance chômage. Tout ça parce qu'ils osaient dire qu'une personne à qui on avait proposé 3 fois un CDI, alors qu'il était en CDD, il fallait penser à suspendre ses droits aux allocations chômage. Donc, on est dans l'optimisation sociale du système et finalement, ça nous appauvrit tous parce qu'on travaille beaucoup moins que dans les autres pays. Je donne un chiffre dans mon livre, 12 milliards d'heures de moins travaillées tous les ans par rapport aux Britanniques. Attends, je réponds à la question à laquelle j'ai posé. Enfin... que j'ai posé. C'est mes réponses, ça va pas, c'est ça. On est vendredi. Alors, l'IFRAP, c'est un institut de réflexion. Elle a oublié la question. C'est un institut de réflexion indépendant qui évalue les politiques publiques et travaille à des propositions concrètes visant à établir l'équilibre des comptes publics, tout en créant des entreprises et des emplois. Mais comment ça fonctionne? Ça appartient à qui? Alors, ça appartient aux Français, finalement, parce que c'est une fondation d'utilité publique, donc il n'y a pas d'actionnaire. C'est uniquement une fondation financée par des dons privés. Il n'y a pas de subvention publique. Moi, j'ai refusé énormément de propositions de subventions ces dernières années. Pourquoi? Tout simplement pour rester indépendant. Par exemple, pendant le Covid, on s'est posé la question de est-ce qu'on fait du chômage partiel ou pas? On a tous décidé, non, on ne fait pas de chômage partiel. On voyait les dons qui baissaient énormément parce que, évidemment, dans une période aussi grave, tout le monde est concentré sur finalement sa survie et c'est bien normal. Mais on a fait ce choix hyper structurant de jamais intervenir sur commande, de ne pas être dépendant de quelque lobby que ce soit, de jamais accepter de contrepartie du don. Moi, plein de fois, des entreprises m'ont dit on t'aide, mais tu vas venir nous faire une présentation au conseil pour dire quelles vont être les contreparties du don. Non, il n'y a pas de contrepartie du don. En fait, le travail qu'on fait, c'est un travail au service de l'intérêt général. Et on le fait aussi bien pour les plus riches que pour les plus pauvres de ce pays. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'on est tous dans le même bateau et que notre intérêt à tous, c'est que les deniers publics soient bien gérés, les comptes soient équilibrés, on ne soit pas dépendant de pays étrangers pour financer notre dette et que finalement on arrive à avoir un écosystème favorable à la création d'entreprises, à la création d'emplois marchands. C'est ça notre combat, notre bataille. C'est à la fois donc, les deux pieds, équilibrer et bien gérer les comptes publics, évidemment avec une qualité de service public à la clé, c'est aussi une vraie question aujourd'hui, et de l'autre côté, pouvoir créer des emplois marchands pour financer tout ça, parce qu'on le rappelle de manière récurrente, la valeur ajoutée, elle se crée dans les boîtes. Ce n'est pas l'État qui crée de l'argent magique pour financer les écoles, les hôpitaux, la Sécu, etc., etc. Tout cet argent, il vient d'où? Il vient du travail des Français, des entreprises françaises. Et on l'oublie souvent. Un des problèmes de la France, c'est qu'on a inversé les valeurs. On dépense d'abord et ensuite on se dit, tiens, qui est-ce qu'on va taxer pour pouvoir financer toutes les dépenses qu'on a? Et c'est d'où le fait qu'on ait 148 milliards de fiscalité et cotisations et impôts supplémentaires et taxes sur nos entreprises, tout simplement parce qu'on a inversé la logique. Et la logique est de revenir finalement à l'idée de d'abord créer la valeur ajoutée et ensuite redistribuer ce qu'il y a à redistribuer. Mais ça, c'est un long travail parce que finalement, nos administrations aujourd'hui, vous le savez bien, elles sont très autonomes dans leur gestion, elles font un peu ce qu'elles veulent, elles ne sont pas contrôlées, il n'y a pas de contrôle de l'efficacité de la dépense, il n'y a pas de contrôle de l'efficience de la dépense, il n'y a pas un vrai rôle du Parlement sur ce sujet. Ça, c'est vraiment un élément hyper fondamental. Tous les pays qui fonctionnent bien ont un Parlement avec un organe d'audit à côté du Parlement. On va y venir. Donc, tout ça pour dire, tu interviens gracieusement ce matin. Oui. Voilà. Donc, tu ne factureras pas à Delville Management. Non. Merci pour ça. C'est vrai en plus. Mais c'est un choix. C'est un choix aussi. Vrai. Non, mais c'est un choix d'indépendance. C'est-à-dire, je considère que ce que je fais ce matin, dans toutes les conférences que je fais, c'est mon engagement pour la Fondation, c'est mon travail. Et je veux parler aussi bien à des grands clubs comme ici qu'à des petites associations dans toute la France, parce que je considère que ce sujet, finalement, il est travaillé pour tous les Français. Voilà. Et donc, on ne doit pas choisir en fonction de qui peut payer une intervention ou quoi. Donc, c'est vraiment aussi l'idée que tous les travaux que nous menons, ils sont tous accessibles en ligne, ils sont tous téléchargeables gratuitement.
Pourquoi ? Parce que c'est aussi une information qu'on donne. Hein. C'est l'idée aussi de ce livre, c'est dire quel est le vrai état de la France ? Tout le monde a le droit de le savoir. Voilà. Tu parlais du nombre d'heures travaillées. J'ai noté qu'il y en avait j'ai pas mes lunettes, c'est assez nouveau pour moi. Enfin, je ne veux pas les mettre devant vous. Alors, 62 milliards d'heures travaillées en Allemagne versus 42 en France. Mais j'ai noté aussi, petit détail, qu'en Allemagne, ils étaient un peu plus nombreux, comme vous le savez tous, 83 millions versus 67 millions. Alors, je me suis amusé à faire une petite règle de 3. Vous savez, le truc en classe de CE2 qu'on n'appelle plus règle de 3. On n'appelle plus règle de 3. On se demande pourquoi ils ont changé le nom. Mais on arrive quand même à un PIB qui devrait, pour une population identique, hein, toutes choses égales par ailleurs, comme on dit en physique, qui devrait arriver à 16% supérieur à ce qu'il est aujourd'hui, le PIB français, 16% supérieur en fait, à ce qu'il est. En travaillant moins, on perd 100 milliards de richesse nationale par an. C'est ça qu'on a chiffré, nous, à la Fondation IFRAP. Et pourquoi ? Parce qu'on peut comparer le nombre d'heures entre la France et le Royaume-Uni. On a à peu près le même nombre d'habitants. C'est 12 milliards d'heures travaillées en moins tous les ans en France par rapport au Royaume-Uni. Alors, vous savez pourquoi ? C'est les 35 heures, on part plus tôt à la retraite, voilà. Enfin, on travaille moins, on a aussi un problème de chômage plus important. Donc, on travaille moins tout au long de la vie, on s'arrête plus tôt et on a moins de personnes au travail. Oui, mais à côté de ça, quand il y a eu l'élection présidentielle, nous, on est membre de Croissance Plus, et donc il y a tous les présidentiables qui ont défilé, et Jean-Luc Mélenchon ne pouvait pas venir. Et donc, il nous a envoyé ton meilleur ami un peu roux, Adrien Quatennens. Non, mais là, je ne sais pas si c'est qui est sorti, si c'est une bonne expression. Là. Donc des radars. Attention, et alors attention. lui, il prônait, alors c'est ça, parce que toi, tu dirais, il faudrait mieux travailler le samedi et arriver à la semaine, finalement, de 6 jours. Mais lui, il dit non, vous vous trompez. Ce qui enrichit tout le monde, c'est la semaine de 4 jours. Oui, non, mais en réalité, chaque fois qu'on a réduit le temps de travail, on n'a pas gagné des parts de marché, au contraire. Et ça, pourquoi depuis les Français ne heures, l'entendent pas ? Non, Ici, je pense que tout le monde l'entend. Mais depuis les 35 heures, on a perdu 2 millions d'emplois dans l'industrie. C'est gagnant, ce truc ? Personne ne l'a copié. Hein ? Non, mais à chaque fois, on nous dit, finalement, les 35 heures, tout le monde l'a géré et tout. Et nous, on a vu tous ces sujets, mais au fil des années, c'était assez incroyable. Tout le monde voulait réformer les 35 heures, mais là, on a fait l'inversion de la hiérarchie des normes. C'était l'idée que chaque boîte qui voulait en fait passer outre les 35 heures majore les heures sup, plus, non pas à 25%, mais à 10%. Enfin, mais combien l'ont fait ? Il y a quelques branches qui ont passé des accords là-dessus, mais il y a très peu de boîtes qui finalement ont basculé sur les 10% de majoration sur les heures sup. Donc, en réalité, on se voile la face. On croit qu'en inversant la hiérarchie des normes et en permettant aux entreprises finalement de négocier entreprise par entreprise ou branche par branche, ça va résoudre le problème. Ça ne résout rien. Martine Aubry, quand elle a créé les 35 heures, elle a mis dans le code du travail. Hein, elle n'a pas dit chacun va choisir, etc. etc. Résultat, on s'est appauvri. Parce que travailler moins, ça appauvrit. C'est ce qui s'est passé aussi avec le Covid. On s'est arrêté de travailler en mars-avril 2020. Alors, beaucoup étaient en télétravail. Les administrations publiques étaient en ASA, hein, en autorisation spéciale d'absence. C'est pas du chômage partiel, c'est payé à 100%. J'ai jamais eu les chiffres. Hein. Mais selon le ministre avec qui j'ai discuté à l'époque, qui était à l'époque ministre de la fonction publique, il m'a dit, en gros, on est entre... Parfois 50% des agents qui sont en ASA, parfois 30%, parfois 40%, selon les administrations, selon les collectivités locales. C'était gigantesque. Hein, et j'ai demandé en milliards combien ça coûtait, parce qu'on n'a pas arrêté de nous rabâcher les milliards du chômage partiel et tout. Jamais j'ai eu de chiffres. J'ai demandé au gouvernement de me donner les chiffres. Ils m'ont dit, non, mais on répond qu'aux parlementaires. Bon. Donc, et on n'a jamais eu les chiffres. Donc là, il y a un vrai sujet. Et quand on arrête l'économie, mars-avril 2020, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? On a perdu 7,9% de PIB. Les Allemands, ils ont beaucoup moins arrêté leur économie, beaucoup moins arrêté le travail. Ils ont continué à faire tourner leurs usines. Hein, certaines usines, dans les mêmes boîtes. Hein, les usines implantées en Allemagne, elles tournaient à 100%, celles en France à 20%. Et il me disait, encore pour tourner à 20%, on a tout le monde sur le dos, le préfet, la CGT, c'est un enfer, tout le monde nous accuse de ne pas être essentiel, etc. etc. Donc, il y a vraiment un tropisme français
qui fait qu'on parle tout le temps de la valeur travail, mais dès qu'on peut, il y a des coups de canif dans la valeur travail. Et maintenant, on dit, ah, mais c'est horrible, les gens n'ont plus envie de travailler et tout. Mais franchement, on fait tout pour les dégoûter aussi du travail et pour leur montrer qu'on peut gagner quasiment autant sans travailler qu'en travaillant. Alors, et ça, dans c'est le un bouquin, énorme problème. ça flingue vraiment le moral. Hein. Mais C'est-à-dire non, que mais non. le bouquin flingue le moral, mais cette partie-là, on se dit... C'est sympa vraiment... de l'avoir invité pour c'est me vrai. dire ça, en fait. Hein. Non, mais Ah, c'est vraiment... le but, attends, c'est pas de flinguer le moral. Le but, c'est d'informer. C'est-à-dire que, à force d'entendre, vous l'avez entendu comme moi pendant la campagne présidentielle, au moment des présidentielles, tout allait bien. La dette était en train de baisser, le déficit était moins élevé que prévu, le chômage baissait, le déficit commercial, on n'en parlait plus là tout d'un coup. On avait monté des tas de start-up, on avait un nombre de licornes incroyable. C'est ce que j'appelle en Mais fait. à chaque fois qu'on vote pour un président, on vote pour un président pour qu'il nous mette moins de dettes. Et à chaque fois, il en rajoute 500 milliards supplémentaires. C'est Alors, ce qu'a pas fait à chaque Sarko, fois. c'est ce qu'a fait Hollande, Sarko, c'est il ce en qu'a a fait mis Macron. 600. C'est une moyenne, hein. Hollande, paradoxalement, 400. Hein. Il faut reconnaître les choses. Non, mais voilà. Et là, on est plutôt à 700 sur le dernier quinquennat. Et alors, j'ai déjeuné... je suis en train de calculer qu'on est depuis le début là, du Covid, on est à 1 milliard par semaine de dépenses supplémentaires par rapport à ce qui est voté initialement. C'est un truc de malade. On n'a jamais vu ça. Et on continue là. Le chèque pour acheter son bois, le chèque pour ceci, le chèque pour cela. Ça ne s'arrête jamais. J'ai déjeuné avec Édouard Philippe. Ouais. Alors, j'étais pas tout seul. Sochic. Non, enfin, on était 150 dans la salle, quoi. et donc, cet Édouard Philippe, ça fait sérieux. Hein. C'est très parisien. C'est très parisien de dire ça. En général, ils ont tous un dîner avec le ministre. Ouais, c'est ça, exactement. Et Édouard Philippe disait, enfin, de ce que je comprends, dit, mais en fait, il n'y a pas le petit guide de la dette. Il n'y a pas de maximum à la dette. Finalement. Non, mais le petit guide. D'ailleurs, je reprenais un peu. Il a quand même été je reprenais Premier un peu ministre, le il a créé... Japon, 250% de dette. Je ne vais pas vous le faire en yens. Hein. USA, Italie, 150% de dette sur PIB. USA, 130%. C'est quand même 30 000 milliards de dettes, 20 000 milliards de chiffre d'affaires, pas de PIB, de chiffre d'affaires. France, 120%, 3 000 milliards de dettes, comme disait Delphine, pour 2 500 milliards de chiffre d'affaires. On a de la marge. Alors. Non, parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Japonais, les Italiens, les Américains, les Britanniques ont énormément de détenteurs de leurs dettes parmi leurs résidents. En fait, le pourcentage de dettes détenues à l'étranger est beaucoup plus faible dans ces pays-là. Donc, on croit qu'on a de la marge, mais en fait, on est un peu au taquet. Pourquoi ? Parce que quand on a 48% de notre dette négociable qui est détenue par des investisseurs étrangers, si les taux commencent à frétiller, à monter, on est super mal. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, chaque fois que les taux recommencent à monter sur la dette à 10 ans de la France, ce qu'on appelle l'OAT, on a tout de suite le gouvernement qui dit « on va faire la réforme des retraites ». On va faire la réforme des retraites. Et à chaque fois, c'est hyper drôle, parce que moi, je le vois comme ça, parce que je surveille tout le temps la courbe des taux, et pendant ce temps-là, je vois que ça monte, et hop, ils remettent une louche sur la réforme des retraites. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est la confiance dans la France, dans la capacité de la France à se réformer, etc., etc. Les Italiens, certes, ils ont beaucoup de dettes, mais ils ont plus de 70% de leur dette qui est détenue par des Italiens. Les Américains, ils ont beaucoup de dettes, mais là aussi, il y a à peine 24% de la dette américaine, entre 24 et 28%, qui est détenue par des étrangers. J'ai même fait un papier dans Le Monde là-dessus, et le journaliste du Monde me disait « mais non, vous vous trompez, c'est autant que nous qui est détenu par des étrangers pour les États-Unis ». Et j'ai dû lui envoyer les tableurs du FMI pour qu'il voit quels étaient les chiffres réels sur les États-Unis. Il y a beaucoup, beaucoup de fantasmes sur tous ces sujets. On croit que les autres sont bien pires que nous. Et en réalité, quand on regarde vraiment dans le détail, on a beaucoup de problèmes là-dessus, et notamment aussi que c'est beaucoup les Chinois qui nous ont prêté, notamment pendant le Covid. Et ça, moi, j'ai découvert ça quand j'ai sorti mon précédent bouquin, parce que j'ai enquêté à fond. Et il me disait toujours, tu sais, on va faire des informations aux investisseurs en Chine, on fait un site en chinois, etc., etc. Et puis j'ai leur dit, mais attends, en fait, c'est quoi ce truc ? Pourquoi vous êtes autant sur la Chine tout le temps, sur la dette française ? Je ne comprends pas. Vous pouvez m'expliquer ? Ah, parce qu'en fait, ils nous prêtent beaucoup. Et je dis, mais combien ? Ah, sur certaines adjudications, c'est la moitié ou les 2 tiers.
Alors, je dis, mais oui, mais alors attends, combien de la dette est détenue en Chine pour la France? Parce qu'on nous dit tout le temps qu'il ne faut pas vendre trop nos entreprises aux investisseurs chinois. Alors, je dis, le passif, ça vaut pas. Enfin, et là, j'ai réussi à savoir. Alors, je fais un chapitre dans mon livre, mais en fait, je ne sais pas vraiment le montant. Mais c'est entre 200 et 400 milliards de dette française qui est détenue en Chine. Et vous savez, on dit toujours les assurances vie des Français détiennent la dette française. Mais en fait, sur les 1800 milliards d'assurance vie, il y a entre 300 et 400 milliards de détention de la dette française. Donc, c'est à peu près la même chose, quoi. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne donne pas plus d'informations, notamment aux parlementaires, sur le sujet ? Les Américains, justement, ils font une liste. Le Trésor américain donne nationalité par nationalité les détenteurs de leurs dettes. Et c'est hyper clair. Et sur les 25 000 milliards de dettes américaines, il y a à peu près 1 000 milliards détenus par les Chinois. Nous, on ne sait pas. Et quand les parlementaires au Sénat ont déposé un amendement sur la loi Woerth-Saint-Martin, là, sur les histoires de gestion budgétaire et tout, ils ont proposé qu'on connaisse la nationalité des détenteurs de la dette française. Ça a été rejeté par Bercy et par le gouvernement, forcément, et par la majorité du précédent quinquennat. Mais est-ce que tu crois vraiment que si un jour on n'arrive pas à rembourser notre dette, les Chinois vont nous chipper le château de Versailles ? Non, mais je dis, ça sert à rien de se mettre dans une situation qui pourrait devenir géopolitiquement hyper difficile pour nous. C'est-à-dire, vous voyez bien les tensions qu'on a dans le monde aujourd'hui. Est-ce que vous empruntez de l'argent à vos futurs ennemis ? Ça dépend. Bon, monsieur dit ça dépend, mais bon, voilà. Ouais. mais moi, je dis, attention, c'est pas juste un jeu de on se prête entre grandes puissances qui ont les mêmes valeurs, etc. On n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas du tout les mêmes valeurs. Ou alors, enfin, j'espère qu'on n'a pas les mêmes valeurs, parce que vu ce qui se passe en Chine en ce moment, on peut se demander ce qui nous arriverait si on avait les mêmes valeurs. Donc nous, on est pour la liberté quand même, non ? Enfin, je sais pas, je dis ça, bon... Alors justement, voilà. sur la dette, et une manière de la faire diminuer, évidemment, c'est toutes les réformes qui sont en cours actuellement et qui vont plutôt dans le bon sens. La réforme des retraites en est une. Il y a un âge qui a été lâché hier par notre Premier ministre, hein, qui est donc les premières personnes concernées seraient nées en 1961. 61. Hein, je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Là, mais... Levez la main. Eux, ils vont travailler plus. Moi aussi, d'ailleurs. Il y en a pas. Réforme du chômage, l'assurance chômage qui a été faite, et puis la réforme du RSA. Et par exemple, moi, j'ai un ami, on peut dire on ne va pas le dire, mais par exemple, qui a vendu son entreprise, mais en millions d'euros, très très riche. Et 2 semestres après avoir vendu son entreprise, eh ben, il y a le RSA qui l'a contacté, parce que comme il n'avait plus de revenus, il s'est vu proposer d'avoir 600 € par mois. C'est pas mal quand même. Donc c'est bien quand même de réformer. Ça vous fait pas rire là ? Non, pas tellement en fait. Ah, il a refusé. Hein. Il a refusé, mais quand même pas par éthique. Mais c'est bien de réformer tout ça. Et donc ces réformes, elles vont plutôt dans le bon sens, non ? Alors nous, ça fait des années qu'on se bat pour qu'on repousse l'âge de départ à la retraite. On a perdu un quinquennat quand même, il faut bien le reconnaître. On se souvient de la campagne de 2017, pendant laquelle le futur président de la République nous disait qu'il n'y aurait pas de problème de financement des pensions, qu'il n'y avait pas besoin de repousser l'âge de départ, que tout ça, ça allait être équilibré, que le Conseil d'orientation des retraites avait fait un rapport. Et ça, c'est hallucinant d'ailleurs, parce qu'on a des rapports de soi-disant instances indépendantes qui nous disent des choses. 2 mois plus tard, ils disent l'inverse après l'élection. On peut se demander s'il y a un moment, il n'y a pas des influences politiques. Malheureusement, je pense qu'il y en a dans ce genre de rédaction de rapports en plein pendant les élections présidentielles. Alors que nous, on avait des chiffres totalement inverses qui montraient qu'on allait vers des niveaux de déficit très importants. On a des chiffres aussi qui montrent qu'on a 30 milliards de déficit des régimes publics et qui sont à jamais affichés. Vous savez qu'il n'y a pas de caisse de retraite des agents de l'État. Donc, c'est poche gauche, poche droite. Il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de montant du déficit, il n'y a rien. Hein. J'ai vu qu'on avait un engagement hors bilan pour les régimes spéciaux des retraites de la SNCF et de la RATP. Je le dis en souriant tellement c'est tristoun. 437 milliards, il y en a pour les 100 prochaines années. Ouais. C'est justement bien d'en parler aujourd'hui, un jour de grève. Parce que moi, non mais c'est très, très, très important quand même de regarder ces chiffres parce que la SNCF, on finance 3 milliards d'euros par an avec nos impôts
pour équilibrer leur régime de pension. Pour qu'ils aient une pension d'environ entre 26 000 et 29 000 euros en moyenne par an. Et c'est 2 fois plus que la pension du secteur privé moyenne. Et ils partent à la retraite à 58 ans. Et ils ne travaillent même pas les 35 heures. La Cour des comptes a calculé que ça leur fait une perte de 200 millions d'euros par an. Chaque fois qu'il y a un jour de grève à la SNCF comme aujourd'hui, c'est 20 millions d'euros perdus pour la SNCF, c'est 300 millions d'euros perdus pour la France. On va continuer combien de temps comme ça, hein? Alors là, la Première ministre a dit, oui, tous les nouveaux embauchés auront le même système de pension que les gens du privé. Bon, très bien, mais on a aussi un stock d'agents qui va partir pendant des années. Là, même ceux qui sont embauchés, qui ont été embauchés cette année, vont continuer à partir à la retraite beaucoup plus tôt avec des surcoûts énormes pour nous tous, nos concitoyens. Et sur cette question des retraites, oui, c'est très bien qu'ils y aillent. Mais je vais vous dire un truc, ils y vont pour rassurer les marchés. Et c'est ça qui m'ennuie. C'est-à-dire que c'est quand on est au pied du mur qu'on dit « Ouh là 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 là, il va falloir faire quelque chose » et donc on va repousser l'âge de départ à la retraite. Et le problème, c'est qu'il aurait fallu anticiper beaucoup plus. Là, on va le faire et c'est très bien. Mais la charge de la dette, vous l'avez vu? Comment elle augmente? Elle était votée pour 39 milliards en 2022. On est déjà à plus de 50 milliards. Et c'est notamment aussi parce qu'on a indexé une partie de la dette sur l'inflation. Il y a 10% de la dette française qui, à chaque fois qu'en fait l'inflation augmente, eh bien, la charge de la dette augmente. C'est 12 milliards de plus là, pour cette année. Je crois que le budget de l'éducation nationale, c'est 60 milliards par an. Et le budget de l'enseignement supérieur, c'est 60 autres milliards par an. On dépense 120 milliards, je parle sous ton contrôle. À peu près. Mais quand tu dis 50 milliards, ça, c'est les agios, en fait, hein. Oui, les 50 milliards, c'est les intérêts qu'on paye tous les ans sur la dette française. Évidemment, on ne rembourse pas. En fait, on fait rouler la dette française. Et ça, c'est sûr que si on commence à avoir une charge de la dette qui dépasse, par exemple, la dépense d'éducation nationale, que ça devient le premier budget de l'État, ça va devenir hyper, hyper compliqué. Et nous, on a fait des projections que si les taux continuent à monter, et même en étant à 3-4%, on va aller vers 80, 90, peut-être 100 milliards de charges de la dette annuelle. Donc, évidemment, la réforme des retraites, elle est incontournable dans ce cadre-là, parce que c'est la seule qui permet de faire 20 milliards d'euros d'économie à l'horizon 2030. Mais on pourrait faire encore plus si on alignait les modes de calcul du public sur le privé, hein. Mais ça, c'est un énorme débat. Vous avez vu qu'on en a parlé un peu ces derniers temps, que le ministre Guérini a dit qu'ils n'y toucheraient pas au mode de calcul des pensions publiques. Et tout le débat, c'est que les agents publics ne cotisent pas sur leurs primes. Donc on a sorti une étude la semaine dernière où on montre qu'il faudrait qu'ils cotisent 1/3 de plus, les agents publics, pour pouvoir en fait avoir l'équivalent des pensions du privé de manière équitable, c'est-à-dire en ayant cotisé sur leurs primes. Mais ils ne cotisent pas sur leurs primes. La folie de notre système, c'est d'imaginer que dans le privé, chaque fois que vous avez une prime, chaque fois que vous avez une augmentation de salaire, bim, bim, vous payez les cotisations à fond. Mais dans le public, vous créez des primes en permanence et il n'y a pas de cotise dessus. Et après, on dit, ah bah, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de niveau de pension sur les primes. C'est pour ça que c'est calculé à 75% sur les 6 derniers mois, parce que c'est le salaire hors prime qui est pris en considération. Le truc est complètement anachronique. Enfin, ça n'a plus. Alors attends, dernière question avant de passer la parole à la salle. Pardon. Alors d'une part, je te coupe la parole, c'est pas que je suis mal élevé, hein, c'est quand on a préparé, tu m'as dit tu me coupes la parole, oui, parce vrai. que. Mais voilà. après, non, mais je tiens à le dire. Sinon, je ne voudrais pas que ça me retombe dessus. La deuxième chose, c'est que quand même, on pourrait dire, bon, ben, Agnès, très bien, est très bien, effectivement, diagnostic, il y a un peu ce qu'il est, mais finalement, elle donne pas beaucoup de solutions. Faux, parce qu'à la fin du bouquin, il y a la petite note pour Emmanuel Macron de ce qu'il doit faire, avec les 25 points, hein, 22, il y a sa to-do list, ouais. 22. Et alors, donc j'ai trouvé ça très bien, comme quoi je l'ai lu jusqu'au bout quand même. Et, sans dormir. Le deuxième point, évidemment, hein, qu'on peut se poser, mais pourquoi Macron, il t'a pas demandé de venir dans son gouvernement, enfin Macron ou d'autres, des politiques, et pourquoi toi, tu t'engages pas en politique? Là, tu pourrais être aux commandes et tu pourrais, au lieu de dire ça, tu pourrais gérer les gilets jaunes à avenue de Wagram quand ils pètent les boutiques, quoi. Non, mais ce qui est marrant, c'est que les gilets jaunes, moi, je les ai beaucoup croisés
dans les rues de Paris, hein, quand ils étaient beaucoup là, parce qu'on ne pouvait pas ne pas les croiser. Et forcément, ils me reconnaissaient, et forcément, on engageait la conversation, parce que moi, j'adore discuter avec les gens. Et en fait, T'as pas peur? mais non, parce qu'en réalité, il y a un défaut de compréhension. Évidemment, je suis contre les casseurs, etc. Mais je suis pour qu'on débatte des sujets. Je suis pour qu'on débatte des sujets, de tous les sujets, c'est-à-dire où va l'argent public, qu'est-ce qu'on en fait, comment sont gérées les collectivités locales, pourquoi on ne décentralise pas plus, etc., etc. Pourquoi est-ce que moi qui travaille hyper tout le temps en tant qu'indépendant, je me rends compte que je ne gagne pas plus en aide que celui qui va toucher des aides cumulées et finalement qui va s'en sortir presque mieux que moi en faisant quelques heures au black par semaine. Tout ça, c'est des questions que se posent tous nos concitoyens tout le temps. Et vouloir dire ah bah non, il y a les gilets jaunes, c'est moche, c'est horrible et tout, non, c'est pas vrai. En réalité, il faut se poser la question en permanence de pourquoi ça s'est passé, les gilets jaunes. Mais parce qu'il y a eu la taxe d'habitation qui a été baissée de 3,8 milliards, mais en même temps, il y a la TICPE qui a été augmentée de 3,9. Et à l'époque, j'avais sorti un livre qui s'appelait En marche vers l'immobilisme, où j'avais fait un chapitre qui disait les impôts ne baissent pas d'1 euro. Et j'avais expliqué ça à des instituts de sondage, à des politiques, à des chefs d'entreprise. Je leur avais dit, mais vous vous rendez pas compte. En fait, le truc, c'est un mauvais deal pour les Français. Parce que vous ne pouvez pas leur dire, ah ben on va vous baisser à fond les impôts, et puis derrière, en fait, les augmenter à côté et croire qu'ils ne vont pas s'en rendre compte. Voilà, il ne faut pas les prendre non plus pour des neuneux. Et quand je les croisais dans la rue, moi, ils me disaient, mais on adore ce que vous faites. Hein, et on trouve qu'il faut continuer. En réalité, les gens modestes, ils ont les mêmes considérations fiscales, parce qu'on est au maximum de la courbe de l'affaire partout, sur le travail, sur le capital et tout. La pression fiscale, elle est ressentie par tous nos concitoyens. Vous savez, quand le patron paye 100 en France, il y a 46 € dans la poche du salarié. Quand le patron paye 100 en Espagne, c'est 60 € dans la poche du salarié. C'est 58 € dans la poche du salarié en moyenne dans l'Union européenne. C'est 70 € en Suisse. C'est 70 € au Luxembourg, etc., etc. Je peux vous citer tous les chiffres de tous les pays. Pourquoi ? Parce que nous, notre modèle social, il capte en fait. Il capte le résultat du travail pour le mettre dans le grand chaudron de la redistribution derrière. Et ben, finalement, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus supporter ça. Donc, alors, est-ce que Emmanuel Macron vous a appelé, je t'ai dit, vous a appelé ou pas? Mais en réalité, Emmanuel Macron, ses équipes, ils nous connaissent tous. J'ai croisé le président l'autre jour sur l'émission L'événement à France 2. Il sait très bien ce qu'on fait. Il avait tous mes bouquins sur son bureau quand il était ministre de l'économie. Parce que, et à l'époque, j'avais sorti un livre qui s'appelle On va dans le mur, d'ailleurs. C'était sous François Hollande et il sait très bien tout ça. Il connaît très bien les boulets qui pèsent sur la France. Le seul truc, c'est est-ce qu'ils ont envie de s'attaquer vraiment au sujet ? Là, il a fait le CNR, le Conseil national de la refondation. J'ai rencontré ceux qui s'en occupent actuellement. Ils sont fort sympathiques, adorables, super intelligents, les meilleurs cerveaux de la République. Enfin, vous connaissez tout ça. Mais quand on leur dit, est-ce que vous allez voir en numéro 1 la répartition des missions publiques, la réorganisation des échelons, de qui est responsable de quoi dans l'organisation du secteur public, ils disent non, on va surtout pas toucher à ça, on va faire un truc sur d'abord l'écologie, ensuite je sais pas, la solidarité, ensuite non mais des grands trucs transversaux, alors qu'on a besoin d'un big bang de réorganisation publique. Tant qu'on ne l'aura pas fait, on va dépenser toujours 80 milliards de plus en coûts de production de nos services publics. C'est des coûts de fonctionnement qui sont indus, en fait, hein, qui sont liés au fait que tout le monde s'occupe de tout, en éducation, etc. Donc, alors Agnès... pourquoi ils ne nous appellent pas ? Mais en fait, ils nous appellent tout le temps. C'est ça que vous ne savez pas. Mais sauf qu'on n'est pas toujours sur le devant de la scène. On est là pour apporter des datas, pour apporter des informations. Quand ils ont voulu, les En Marche, augmenter les droits de succession, c'était pendant le précédent quinquennat. Nous, on a sorti une étude pour montrer qu'on était le pays qui taxe le plus les successions, les donations. 0,7 points de PIB, quand la moyenne est à 0,2 dans l'UE, 0,2 aux États-Unis. On a sorti ça, je l'ai apporté au président de la Commission des affaires économiques, Roland Lescure, qui maintenant est ministre de l'Industrie. On lui a dit, voilà, les faits, ils sont là, on taxe trop. Il ne faut pas taxer plus, il faut taxer moins. Il faut diviser par 2. Non, mais peut-être que ça n'a pas donné l'effet qu'on aimerait, nous, c'est-à-dire diviser par 2. Mais au moins, on n'a pas multiplié par 2. Voilà. Donc, le combat, il est permanent. Et le dialogue, il est permanent. Ils nous connaissent tous. Tous les députés de la majorité, ils savent ce qu'on fait, ils lisent nos travaux. Mais même dans l'opposition,
Et ça nourrit énormément le débat. L'étude qu'on a sortie là, sur les 148 milliards pour les entreprises, je l'ai envoyée au conseiller du ministre de l'Industrie parce qu'ils n'ont pas ces chiffres-là. Et si nous, on ne les sort pas, eh ben, ils ne les auront pas. Donc moi, je considère qu'on est plus utile à l'extérieur du gouvernement, à l'extérieur de la majorité. Pourquoi ? Parce que nous, on est là tout le temps. Et on donne les chiffres et on suit les séries et on apporte de l'information, on fait des comparaisons internationales, on fait des propositions. Et en gros, nous, on a tout le déroulé du plan de redressement des finances publiques et de l'économie française. On l'a déjà sur étagère. S'ils le souhaitent, ils cliquent, ils téléchargent, ils regardent et ils ont toutes les propositions qu'on a faites. Et on fait aussi des évaluations économétriques, etc. Donc Agnès, président, on a la réponse, pas président. Voilà. On peut l'applaudir très fort. Je vous remercie. Merci. Je vois que ma dernière blague a fait un flop, mais je parlais de la présidence de la République, bien évidemment. Alors, place à la salle. Est-ce qu'il y a des questions ? Ah, une question. Merci Delphine. Ouais, on va le faire avec le micro là, parce qu'on est nombreux. Je crois qu'au Club Delville, on n'a jamais été aussi nombreux. Bah, c'est cool. Agnès, bravo. Je suis trop contente. Bonjour, merci. Je ne suis pas très technique, donc j'étais un petit peu perdue dans tous les chiffres. Voici ma question. Quelle serait votre vision ? Parce que finalement, ce dont on parle là, ce sont les plus, les moins, les milliards, et moi c'est vrai que je suis un peu perdue. Quelle est votre vision de la France ? Quelle serait pour vous la France idéale ? En quelques mots. Vers où on devrait aller ? En fait, il y a 3 piliers. C'est dépenser moins, taxer moins et travailler plus. Si on fait ça, on gagne tout. Voilà, c'est pas compliqué. Nous, les Français, on est très bien formés, on est très travailleurs. Si derrière, on gagne quelque chose quand on travaille, je pense qu'on est tous prêts à se remonter les manches pour faire ça. Et c'est pas compliqué, en fait. Il faut libérer les énergies. Et si on a vraiment envie de réindustrialiser, par exemple, il faut baisser beaucoup plus les taxes de production qui pèsent sur nos entreprises. Mais il faut aussi enlever énormément de normes. On a calculé que c'est 100 milliards de coûts de la norme, pas que sur les entreprises, aussi sur les ménages, tous les ans, parce qu'on a énormément de normes supplémentaires par rapport aux autres pays. Mais je voudrais juste ajouter une chose. Il se trouve que moi, mon métier, c'est d'accompagner notamment des élus, pas que, mais beaucoup. Donc je sillonne la France du nord au sud, d'est en ouest, auprès des élus qui gèrent les fonds publics dont vous parlez, et aussi auprès des habitants au quotidien. Donc je traverse la France tout le temps. Et qu'est-ce que j'entends, moi, de mon côté ? J'entends beaucoup de haine, ça c'est une évidence. Moi, j'adore travailler. On est tous là, je pense qu'on aime bosser. Moi, c'est ma passion. Je peux vous dire que les gens n'ont pas tellement envie de travailler. Peut-être que le travail n'est pas assez valorisé, certainement. Et je pense qu'il y a une vraie confusion sur justement la vision, où est-ce qu'on va. Ce que vous avez dit, je l'entends, mais je peux vous dire que sur le terrain, les gens ne disent pas ça. Les gens sont en colère, sont hargneux, n'ont pas envie de bosser, détestent l'autre. Il y a vraiment un climat social qui est terrible. Oui, mais je pense qu'on a tout fait pour les rendre comme ça. Certainement, mais Vous savez, quand on dit les riches, les riches, les riches, quand on a encore une étude de l'INSEE qui sort la semaine dernière pour dire c'est scandaleux, les plus aisés, la moitié la plus aisée de la population a eu beaucoup plus d'aide en 2020-2021 que la moitié la moins aisée. Et moi, quand je décrypte avec mon équipe ce qu'il y a dedans, en fait, c'est la baisse de la taxe d'habitation dont, enfin, les derniers déciles les plus élevés ont commencé à bénéficier à partir de 2021. Donc, en fait, les autres les avaient déjà eu, les baisses. Et donc, on est en train de focaliser sur un truc où les baisses ont déjà eu lieu pour les moins aisés et on reproche aux plus aisés d'en avoir bénéficié après les moins aisés. Mais on est en train de créer des clivages tout le temps sur les riches, les pas riches, les moins riches, les ceci, en faisant croire aux moins aisés que finalement, en faisant payer plus les plus aisés, ça va résoudre le problème, alors que ça ne résoudra rien. Les plus riches, ils payent déjà pour les 10% sur les impôts directs la moitié de la note de l'ensemble des impôts directs, en comptant la CSG, la taxe d'habitation, la taxe foncière, l'IFI, etc., etc.
C'est incroyable le poids de la fiscalité, comment C'est un manque de pédagogie, ça. Mais c'est aussi le politique qui se sert de ça. Quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir en disant « je vais supprimer la taxe d'habitation pour 80% des Français, mais pas pour les 20% restants, parce que les 80% qui gagnent moins de 2 000 euros ont le droit, et les 20% qui en gagnent plus de 2 000 euros n'ont pas le droit », qu'est-ce que ça crée ? Ça crée des clivages. Quand ils font l'histoire de la CSG pour moins de 2 000 euros et pas pour plus de 2 000 euros, etc., enfin, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire. Quand François Hollande dit à 4 000 euros, t'es riche, à moins de 4 000, t'es pas riche, etc. Mais c'est quoi le but de tout ça ? C'est faire oublier que la mauvaise gestion publique, elle est là, elle est devant nous, elle est sous nos yeux. Parce que ça manque pas de taxes et d'impôts, hein, parce que tu nous dis dans le livre, il y en a 483, dont 214 impôts, 159 taxes, 110 cotisations, 37 cotisations et contributions employeurs, 38 cotisations salariales, 8 cotisations pour indépendants inactifs, 17 autres cotisations, etc. Rien qu'en 2009, il y avait 5 taxes de plus. Non, mais en fait, on monte les Français les uns contre les autres, et la hargne que vous ressentez quand vous vous déplacez, c'est aussi la hargne qui est liée au déclassement. Voilà. Le déclassement, les Français ne la supportent pas et ne le supportent pas. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'en ont pas envie. Et personne ici dans cette salle n'a envie que la France soit déclassée. On n'a pas envie d'être 23e en richesse par habitant. Et on est 23e en richesse par habitant. Moi, Oui, mais ils veulent être riches et ils ne travaillent pas pour être riches. Parce que en fait, le sujet, c'est leur donner aussi l'éclairage du chemin. Vous avez dit, madame, en fait, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de vision, on ne sait pas où on va. Si on a l'impression que personne ne sait où on va, c'est sûr qu'on ne va pas y aller facilement parce que c'est pas clair. Si on nous dit clairement, on va mettre le système français au service de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, parce que c'est ça qui crée la richesse et c'est comme ça qu'on pourra s'en sortir mieux tous ensemble, être plus riches, moins pauvres, etc. C'est un vrai cap. Mais au contraire, on nous donne des messages qui sont super contradictoires. Et en plus, dans les secteurs où ça va bien, où on est leader, comme par exemple le nucléaire, on me dit on va fermer des réacteurs, il faut plus de nucléaire et tout. Donc on nous déboussole. Voilà. Et il ne faut pas déboussoler les Français. Et je crois que c'est pas juste de leur faire subir ça et de les faire se retrouver dans des territoires désindustrialisés où ils ont l'impression qu'ils n'ont pas d'issue, pas de taf, etc. Donc ça, je crois qu'il y a tout un deal à faire entre les entrepreneurs de ce pays pour qu'ils parlent vrai, pour qu'ils disent les choses, mais aussi en face les élus locaux, les élus en général, et pour qu'on dise, voilà, c'est quoi notre plan pour rééquilibrer tout ça ? Et nous, on l'a calculé. Et je sais, ça peut paraître comptable et tout, mais en réalité, quand vous faites un business plan, c'est quand même un peu comptable. Hein. Vous ne vous lancez pas comme ça pour faire même une petite start-up sans avoir un minimum quelques chiffres sur un papier. Mais si vous faites 80 milliards d'économies d'ici l'horizon 2030 et que vous baissez de 60 milliards les impôts, et notamment en priorité ceux des entreprises, vous créez énormément d'emplois, énormément d'entreprises, et notamment dans l'industrie. Donc, à un moment, il faut accepter de dire, bah oui, on a une masse salariale publique qui est trop élevée. C'est ce que le FMI dit sur la France. Il n'y a pas que moi qui le dis. On a des récurrences de gestion entre les différents échelons. Il faut décentraliser, il faut clarifier. Le FMI le dit aussi. Ils sont très inquiets pour la suite parce qu'ils voient qu'il n'y a pas beaucoup de réformes structurelles. Vous avez cité, Patrick, l'assurance chômage. Mais la réforme de l'assurance chômage, on n'est pas du tout certain que ça va faire des économies. Parce qu'elle n'aura lieu que si jamais le chômage est toujours en baisse et qu'il est à moins de 9%, etc., etc. On sait très bien qu'on est plutôt dans une situation, on va plutôt vers une petite phase récessive où on aura potentiellement le chômage qui va remonter. Donc tout ça, c'est une question aussi de cap, d'explication du cap et d'explication de où est-ce qu'on va tous ensemble. Et c'est vrai que si on donne l'impression aux Français qu'on peut ne pas travailler et gagner autant, ça incite pas vachement à bosser. Donc c'est aussi la valeur travail qu'il faut remettre au cœur de l'ensemble de notre société. Autre question. Merci beaucoup. En fait, c'est comme une entreprise, quoi. Il faut augmenter la top line, comme on dit en école de management, et réduire les dépenses. C'est aussi simple que ça, non ? Pardon. Répondez à la question de Patrick, si vous le souhaitez. Non, mais réduire les dépenses, c'est d'ailleurs ce que dit le FMI.
Ils disent, ouh là 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 là, vous voulez supprimer la CVAE, 7 milliards sur 2 ans, mais alors, elles sont où les baisses de dépenses en face? Et le sport national en France, c'est toucher à la fiscalité sans toucher à la dépense. Et ça, c'est hyper mauvais, parce que en fait, ça fait du bon taux. Parce que vous ne pouvez pas, en réalité, baisser la fiscalité de manière pérenne si vous ne baissez pas la dépense en face. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, on est en train de le vivre. On n'a jamais eu un taux de prélèvement obligatoire en France depuis les années 90 aussi élevé qu'en cette année 2022. On est à 45,2. C'est pas moi qui donne ce chiffre, c'est Bercy qui donne ce chiffre. Et la série, elle est dans le rapport annexé à la loi de finances pour 2023. Ça veut dire qu'on n'a jamais payé autant d'impôts qu'en ce moment. Pourquoi? Parce que le barème de l'impôt sur le revenu n'a pas été revu de la véritable inflation, parce que la TVA qu'on a payée avec l'augmentation des prix, ça a explosé. On est à plus de 200 milliards de TVA cette année. On est à 60 milliards de recettes fiscales, sociales, supplémentaires par rapport à ce qui avait été voté pour 2022. Et vous croyez qu'on a baissé la dépense et qu'en face, on a baissé l'impôt? Non. Qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté la dépense de 60 milliards parce qu'on avait augmenté les recettes de 60 milliards. Et c'est l'éternel problème français. Dès qu'il y a 1 euro de plus dans les caisses, on le dépense en dépenses supplémentaires, mais qui ne vont pas forcément améliorer le système. Monsieur, votre question? Alors, une question joyeuse. Merci. Je ne sais pas, ça va sûrement dépendre de la réponse. J'aimerais votre éclairage sur 2 éléments qui me paraissent structurants dans l'économie française et un peu singuliers aussi par rapport à d'autres pays, qui sont un qui est connu, qui est la démographie, qui nous distingue par exemple de la Chine, qui ne sera jamais première puissance économique mondiale à cause de la démographie, et parce que le système des retraites chinois est très peu financé, donc les Chinois le compensent en achetant de l'immobilier et créent une bulle qui va exploser. Et un deuxième aspect, et qui est lié d'ailleurs, et qui a trait à l'immobilier, c'est le tropisme français balsacien, qui fait que les Français ont un patrimoine très élevé, bien plus que les Allemands, bien plus que les Suisses, et en globalité, on a un tableau où finalement les Français sont riches à titre individuel, les entreprises sont peu riches par rapport par exemple à l'Allemagne, mais c'est à mon sens 2 éléments qui sont structurants et qui nous distinguent, et j'aimerais votre éclairage sur leur impact, peut-être justement sur la façon dont peut-être nos politiques décident avec ce genre d'éléments qui peuvent être très très structurants à long terme pour la fiscalité, pour la capacité à s'endetter, pour la capacité à éteindre les incendies sociaux avec de l'argent public, pour la capacité à ne pas exiger d'efficience et d'économie sur l'administration et son travail. Et à mon avis, qui ont un impact à long terme là-dessus. Je voudrais connaître votre éclairage, votre sentiment là-dessus. On a 2 fois moins de millionnaires en France par rapport à l'Allemagne. De milliardaires. Ouais, et de millionnaires, les 2 d'ailleurs. Non, les millionnaires, ça va, mais parce qu'en fait, nous, on a un immobilier qui est très valorisé. Ouais, c'est ça. Donc vous dites les Français sont plus riches, mais en fait, c'est parce qu'aussi notre immobilier, il vaut beaucoup plus cher. Le prix du mètre carré à Berlin, c'est 3 000 €. À Paris, c'est 10 000. Vous voyez l'écart. Donc si vous avez une baraque du même nombre de mètres carrés, c'est pas du tout valorisé pareil dans votre patrimoine. D'ailleurs, ce qui est super intéressant, qu'on a vu, c'est des chiffres du BCG. Hein. Les millionnaires à plus de 100 millions ont 1 400 milliards d'euros d'investissement capitalistique en Allemagne, 700 en France. Vous voyez le truc? Nous, on a des riches immobiliers. Et ils investissent pas assez dans l'économie. Mais on ne le valorise pas, parce que dès qu'on verse un dividende, c'est la cata. Hein, c'est horrible. Il faut vraiment pleurer en disant c'est terrible, il y a encore plus de dividendes qui ont été versés, alors qu'on devrait dire c'est génial, on a un pays qui fonctionne et on verse des dividendes. Oui. La réforme de l'ISF en IFI, bon, on aurait pu aller plus loin, on aurait pu tout justement supprimer l'ISF, hein, déjà. Bon. L'immobilier français, parfois vous avez la même maison en Bretagne, elle valait 200 000 €, maintenant elle vaut 1,5 million, enfin c'est toujours la même maison, hein. Faut pas non plus pousser, quoi. Enfin, oui, l'immobilier flambe parce que les gens flippent. Et ils flippent, pourquoi? Parce qu'ils voient que le pays n'est pas bien géré. Donc ils se disent, il vaut mieux que j'investisse dans l'immobilier plutôt que d'avoir de l'épargne sur des comptes qui dorment ou de l'assurance vie qu'on peut me bloquer. Parce que là aussi, il y a des lois qui sont passées en 2016. Si vraiment on est dans une situation hyper compliquée, le gouvernement peut bloquer les assurances vie. Hein, ça, vous le savez.
Le FMI a même proposé à un moment que quand il y a vraiment une crise, on taxe à 10% l'ensemble de l'épargne, hein, au-delà de X milliers d'euros. Il y a eu un amendement de Patrick Mignola du MoDem juste après le Covid en 2020 à l'Assemblée nationale pour dire qu'il fallait taxer de 0,5% l'ensemble des comptes épargne au-delà de 30 000 euros. Donc les gens, ils mettent leur argent dans l'immobilier parce qu'ils voient qu'à un moment, il y a un risque de nouvelles taxes, de taxes exceptionnelles. Vous savez, le risque de taxes exceptionnelles, on n'en est pas totalement sorti, hein. On peut encore en avoir, hein. Si la charge de la dette explose, à un moment, ils vont dire tous ceux qui ont de l'épargne, clac, hein. Et bon. Mais tous ceux qui ont des maisons aussi, ils vont les taxer. Mais oui, non, mais là, oui, mais ils seront taxés sur les taxes foncières qui commencent à augmenter à fond. Vous le savez bien, à Paris, je ne vais pas vous faire un dessin, mais partout en France, ça explose. Mais ça, nous, ça fait depuis qu'on a annoncé la suppression de la taxe d'habitation qu'on dit que la taxe foncière va exploser partout, hein. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu aussi pour les boîtes. Pendant qu'on disait qu'on faisait le CICE, etc., les taxes foncières des boîtes, elles explosaient. Donc d'un côté, on vous fait le CICE, mais de l'autre, on vous augmente vos taxes foncières. Bon, bref. Donc, pour répondre à votre question... oui, c'est vrai, il y a du patrimoine immobilier des Français. Ils se réfugient là-dedans parce qu'ils se demandent quelle est la suite de l'histoire, et à juste titre, à mon avis. Et aussi, on ne les incite pas vraiment à investir dans les boîtes. Nous, on s'est battus pour l'ISF-PME à l'époque, hein. Moi, j'ai organisé en 2002, 2003 des colloques à l'Assemblée nationale. Je faisais venir des entrepreneurs qui étaient partis de France pour des raisons fiscales et qui étaient partis en Belgique ou ailleurs. Il y avait Lotfi Bellassine qui était venu, il y avait Pierre-François Grimaldi, Denis Père. On avait fait avec Gilles Carrez, avec plein de députés à l'époque, des tas de colloques à l'Assemblée nationale, et on était à l'origine de cette mesure. Ça a permis de financer Blablacar, ça a permis de financer Michel Augustin, ça a fait des tas de financements de boîtes. Mais comme en plus, il y a eu un lobbying incroyable pour qu'il y ait de l'intermédiation, etc., etc., il y a eu des rapports de l'IGF qui ont dit qu'il y avait beaucoup trop de frais de dossier. Enfin bon, donc ils ont flingué le truc. Ça n'a même pas été prorogé quand l'ISF a été transformé en IFI. L'IFI PME n'existe pas. Alors, on a changé la fiscalité des Français sur le capital, mais en réalité, on n'a pas de fléchage. L'IR-PME qui existe, hein, c'est une incitation à mettre votre impôt sur le revenu en capital de PME. Je vois que certains le connaissent. Il est plafonné par le plafond à 10 000 euros des niches fiscales. Mais c'est un scandale. Le Malraux sur les monuments historiques, on revient à la pierre. Alors là, il n'est pas plafonné par le plafond global des niches à 10 000 euros. Mais l'investissement dans une start-up, oui. Alors que les Britanniques, ils vont investir jusqu'à 1 million de livres avec une déduction de 30% de leur investissement, pas de taxation des plus-values après 3 ans de détention. Donc si on veut vraiment flécher l'investissement des Français vers les boîtes, mais il y a un boulot de dingue à faire. Et nous, quand on est allé à Matignon voir avec une délégation les conseillers Matignon, Élysée, parce ils ont des doubles conseillers maintenant sur ces questions. Ils nous ont dit maintenant c'est pas constitutionnel. On a fait des notes de constitutionnalité. On a expliqué pourquoi c'était constitutionnel de sortir l'IR-PME du plafond global des niches. Jamais on a eu gain de cause. Jamais. Tout ça parce qu'ils nous ont dit parce qu'on faisait plus de niches fiscales. Ils font des niches fiscales tout le temps, sauf que c'est pas forcément sur les bons sujets. Si on disait aux Français, vous investissez 100 000, 200 000, 1 million d'euros dans des startups, vous pouvez déduire la moitié de votre impôt, mais je peux vous assurer qu'il y aurait plein d'investissements. Hein. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que Bercy a peur des effets d'aubaine. Parce qu'ils croient que quand on va financer une nouvelle entreprise, parce que tout le monde est dans la même rue pour eux, hein. Donc il y a 3 bouchers. Alors s'il y en a un en plus qui arrive, eh bien, il y en a un qui va disparaître. Ils nous ont expliqué ça 100 000 fois. Donc il n'y aura pas de recettes supplémentaires. Et en fait, l'économie, c'est un gâteau qui ne change pas. Voilà. Donc là, il faut avoir une autre vision des choses, voir les choses en dynamique, réfléchir avec non pas en statique. Ça veut dire faire tourner des modèles économétriques où il y a une vraie vision de la création de la valeur ajoutée et tout, et de la création de recettes supplémentaires. Mais ça, c'est un combat gigantesque. Hein. On avait été à l'origine d'une mesure de société à transparence fiscale sur le modèle américain pour permettre que les investisseurs qui ne soient pas dirigeants puissent déduire les pertes de leur fiscalité personnelle avec tous les niveaux quelle que soit l'origine de leurs revenus. C'était super, c'était dans la loi de modernisation de l'économie, la LME, hein, c'était sous Novelli, vous vous en souvenez? Bon, eh ben, ça a été
interprété de telle manière par l'administration fiscale que celui qui n'est pas dirigeant, il ne peut pas le faire. Donc ça ne marche pas. Voilà. Hein. C'est le 249 bis AB du Code général des impôts. Donc le combat pour drainer la fiscalité, enfin drainer l'investissement des Français vers l'investissement dans les boîtes, il est fiscal. Tout est fiscal en France parce qu'il y a un tel niveau de prélèvement que si vous ne faites pas quelque chose de fiscal, ça ne matche pas. Donc moi, je me suis battue là-dessus et j'ai débattu d'ailleurs avec Adrien Quatennens sur ce sujet. Et je disais, mais pourquoi ils veulent flécher la baisse de la fiscalité du capital vers l'économie, mais ils ne créent pas les véhicules pour le faire. Et ça ne va pas se faire tout seul. Hein. Les gars, ils vont mettre en bourse, hein, ils vont pas aller investir dans l'économie productive du petit village de je sais pas où, ils vont pas s'embêter. Et en plus, le problème corollaire, mais bon, qui nous ramène à des questions de comparaison, c'est que quand on a créé le PFU et baissé en fait l'ISF en IFI, la CSG des plus hauts revenus a explosé. Parce que la transformation de la cotisation chômage en CSG, il n'y avait plus de plafond. La cotisation chômage, elle a été plafonnée à 4 fois le plafond de la Sécu, alors que la CSG n'est pas plafonnée. Donc, quand j'ai été auditionnée là-dessus à l'Assemblée nationale en commission des finances pour dire mais où est passé l'argent de la baisse de la fiscalité des dividendes, le PFU, machin, j'aurais dit mais en fait, c'est passé en CSG, une grosse partie. Hein, faut bien comprendre que c'est toujours poche gauche, poche droite, quoi. Et à la fin, on ne paye pas vraiment moins d'impôts. Elle est brillante, vous pouvez l'applaudir. Agnès Verdier-Molinier, merci beaucoup. Depuis qu'on a un bureau en Allemagne, on essaie d'être hyper ponctuel. Il est 10h, on arrête là. Je vous demande d'applaudir Delphine Philippe pour le Club Delville. Je vous demande d'applaudir Sébastien et son équipe au marketing sans lesquels rien ne serait possible et cette matinée n'existerait pas. Et je vous demande d'applaudir toute l'équipe Delville qui va lever le bras là d'ailleurs. Hop, comme ça vous allez voir où ils sont, vous les repérez, vous allez les voir. Ici, vous êtes au Club Delville et le Club Delville, ça a une caractéristique, c'est de faire du réseau. Donc, je veux voir personne tout seul en bas au café. Vous allez en face de quelqu'un qui est tout seul. Vous dites bonjour, on n'a pas été présenté. Patrick Abadi, voilà, c'est un peu lourd, mais ça marche super bien. Ah, et dernier point, laissez descendre Agnès prendre un café car elle ne l'a pas bien pris encore. Et signer les bouquins. Et signer les bouquins avant de l'accaparer ici, s'il vous plaît. Merci à tous. Bonne matinée.